Le nettoyage des niches fiscales a souvent été annoncé, souhaité parfois, mais jamais réalisé. D'ailleurs, à l'Assemblée nationale, nos députés en ont même rajouté quelques couches. Bonjour Thierry. Bonjour. Thierry Fabre, rédacteur en chef au magazine Challenge. Déjà, les niches fiscales pour les nuls, comment on explique ça, au-delà de dire que c'est un dispositif fiscal dérogatoire? Oui, c'est ça, c'est l'État qui décide d'exonérer certaines activités d'impôts pour inciter, par exemple, le crédit d'impôt recherche, exonère d'impôts les dépenses de recherche jusqu'à un certain plafond pour inciter les entreprises à dépenser dans la recherche. Il y a à chaque fois une bonne intention derrière. On incite les particuliers à employer des salariés comme emplois familiaux pour la maison, garder les enfants avec cette incitation fiscale. Donc c'est pour favoriser une activité. Dans toutes ces niches, il y a toujours un objectif qui peut être noble. Le problème, on va en parler, c'est qu'elles ont littéralement explosé, puisqu'on a refait le compte, on est à 105 milliards. Moi, j'étais resté à 90 milliards. Alors oui, il y a un débat avec Bercy, savoir si on compte la TVA ou pas. Bon, voilà, bon, on est entre 90 et 105. Simplement, en 25 ans, ça a quasiment doublé. Donc voilà. Il y a une espèce d'inflation de niche fiscale, c'est une particularité de notre système. Ouais, c'est un manque à gagner, hein. Donc quasiment 100 milliards de manque à gagner tous les ans pour l'État. Mais ça, quand on les prend une par une, on se dit qu'il y en a plein qui sont justifiés. Alors oui, c'est-à-dire qu'on peut trouver une justification. Le problème de base, c'est qu'on les évalue très mal. Ou alors, même quand il y a des évaluations, on ne passe pas à l'action. Moi, il y en a une qui me préoccupe particulièrement, parce que c'est la plus coûteuse, c'est le crédit d'impôt recherche. Il coûte 8 milliards d'euros. Et c'est bon pour l'innovation en France? Oui, alors bien sûr, c'est ce que vous disent toutes les entreprises. Mais quand on voit dans le détail, quand on voit les rapports qui ont été publiés, il y en a un que j'ai en tête, celui de Philippe Aghion, notre nouveau prix Nobel. Oui. En 2002, il avait ausculté le crédit d'impôt recherche et il avait considéré que c'était inefficace, que c'était trop généreux. C'était beaucoup trop généreux avec nos grands groupes. Par rapport aux Britanniques et aux Allemands, on est beaucoup trop généreux avec ces grandes entreprises. Il avait considéré que c'était un effet d'aubaine. Et 8 milliards, il faut juste avoir en tête que c'est le budget du CNRS et de l'INSERM. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. Et depuis, on ne l'a pas touché parce que c'est compliqué. Les entreprises disent que c'est un outil d'attractivité, donc les politiques ont peur. Mais vous avez quand même des économistes de renom qui ont regardé de près et qui ont, par exemple, proposé pour le crédit d'impôt recherche de focaliser sur les PME et d'arrêter d'arroser les grands groupes. Bon. Sur les 8 milliards, combien vont aux PME ? Alors, il y a le tiers qui va aux grands groupes. Donc voilà, il y a un peu plus de la moitié qui est quand même pour les PME. Simplement, ce que disent les économistes, c'est que ils ont regardé l'efficacité de la dépense et ils considèrent que pour les grands groupes, qu'on les aide ou qu'on les aime pas, ils dépenseraient la même chose. Alors que l'effet pour les PME, ce que font les Britanniques et les Allemands, eux, ils concentrent sur les PME. Pour l'innovation, c'est beaucoup plus efficace parce que c'est ça. Une niche fiscale, on en attend des résultats. Et il faut les évaluer. On a vraiment des problèmes pour évaluer les résultats et ensuite prendre des décisions. On en attend encore plus de résultats quand on sait qu'on a 5% des déficits publics et des comptes publics qui sont global très dégradés. C'est intéressant parce qu'il y a un sondage que vous publiez qui en dit long d'ailleurs sur les incohérences françaises, avec d'un côté les Français qui s'inquiètent du dérapage légitimement de nos comptes publics et qui sont d'ailleurs largement favorables quand on leur dit mais pour ou contre la suppression, le nettoyage en tout cas des niches fiscales, ils vous disent oui, mais le diable se niche dans le détail. Quand il s'agit après de passer à l'acte et qu'on leur parle de ces niches fiscales dans lesquelles on pourrait nettoyer, là pour le coup, ils disent pas touche. C'est le vrai problème. Et donc, notamment celles qui concernent les particuliers. Absolument. Et ce sondage est vraiment révélateur d'espèce de schizophrénie, puisqu'on voit bien que le souci vis-à-vis des finances publiques augmente chez nos concitoyens. Ça devient une des préoccupations des Français, parce qu'on se rend compte que quand même la dette s'accroît et qu'on a du mal à la financer. Quand on passe à l'acte et quand on leur demande ce qu'il faudrait faire, que ce soit les niches fiscales à supprimer ou les mesures d'économie, on a fait d'autres sondages aussi sur les mesures d'économie à mettre en œuvre, eh bien évidemment, ils ne sont plus d'accord. Donc c'est le problème, et ça pose le problème du courage des politiques. C'est-à-dire quand on voit, je prends une autre niche, l'aide aux emplois familiaux et emplois à domicile, on voit bien qu'elle a doublé
en 10 ans, en presque 10 ans, elle a doublé. Elle a été élargie, on a accepté les coachs sportifs, enfin... on s'est éloigné effectivement du point de départ qui était... c'était un peu la garde d'enfants. C'est-à-dire qu'aider à la garde d'enfants, c'est tout à fait louable. Et pas seulement quelqu'un qui va venir tondre votre jardin. Exactement. Et là, il y a évidemment le jardinage est subventionné. Est-ce qu'on peut accepter ça? Si vous voulez, il y a des députés qui sont montés au créneau, notamment une députée socialiste, Mme Pires-Beaune, qui s'est mobilisée, qui a fait des rapports. Bon, au final, chaque fois qu'on veut passer à l'acte, les lobbies, il faut insister là-dessus, les lobbies de chaque secteur sont extrêmement puissants. Certains rappellent souvent que dans chaque niche fiscale, il y a un grand chien et qui fait peur. Et donc, chaque fois qu'on a voulu agir, évidemment, les lobbies s'actionnent au Parlement et le résultat est assez faiblard, puisqu'on a vu l'actualité, on va peut-être en parler, c'est que le gouvernement avait prévu 5 milliards d'économies sur les niches. Oui. Et finalement, les députés ont réduit cet objectif puisqu'ils ont sorti 1,4 milliard de niches fiscales qui devaient être supprimées. C'est un peu révélateur du comportement. Ouais, certaines niches ont quand même été rabotées. On l'a évoqué hier, la niche, en tout cas le dispositif Dutreil. Oui. Sur les emplois aussi à domicile, on a un peu. Alors, le Dutreil, c'est très intéressant parce que on attend ce rapport de la Cour des comptes qui chiffrerait à 5 milliards le coût du Dutreil, donc qui permet, rappelons-le, la transmission d'entreprises, notamment du PME. Là aussi, c'est louable. C'est-à-dire faire en sorte que les entreprises familiales soient transmises et que sans que susciter on pourrait craindre que pour payer le droit de succession, on les vende notamment à l'étranger. Donc c'était ça l'idée que louable, derrière. Louable. Bon. Le rapport de la Cour des comptes semble montrer qu'il y a une dérive. On met beaucoup de choses dans ce pacte Dutreil, pas seulement l'outil professionnel, mais aussi des objets de luxe, des yachts ou autres. Donc il y a un nettoyage à faire qui n'a jamais été fait. Et surtout, on découvre son coût. C'était chiffré à 800 millions par Bercy. 5 milliards. On est à 5 milliards. Mais il y a donc on voit bien comment cette niche a totalement dérivé. Alors là, ce n'est pas du bricolage qu'il faut faire avec des amendements à l'Assemblée. C'est, je pense, après le rapport de la Cour des comptes, se mettre au travail et regarder ce qu'on change dans ce Dutreil pour poursuivre le but louable du départ, mais éviter la dérive, et notamment la dérive des finances publiques. Vous vous rendez compte, passer de 800 millions à 5 milliards. Bon, après, encore une fois, sur les emplois à domicile, j'ai plus le chiffre en tête, mais je crois que c'était c'est autour de 6-7 milliards. C'est aussi une des grosses niches. Oui, mais ça a été un petit peu nettoyé, puisque le plafond, je crois que c'est plus 6 000 €, c'est 5 000. Hein. Non, c'est 6 000 €. Le plafond est 6 000 €. On voudrait, il y a une proposition pour le baisser à 5 000. Ça n'a pas été voté en première lecture, non, ça à ma connaissance, non. Là aussi, le problème, c'est de faire le grand ménage là-dedans, c'est-à-dire de cibler les activités qu'on veut supporter, cibler aussi le côté, prendre le critère de l'équité fiscale. Si vous voulez, il y a les 10% les plus aisés captent 45% du coût de cette niche fiscale. C'est normal, c'est eux qui payent le plus d'impôts en même temps. C'est ça. C'est cohérent. On peut dire c'est bien, c'est vrai, mais c'est cohérent. Non, mais après, donc c'est pour ça qu'on peut discuter du plafond. Est-ce que le plafond de 6 000 n'est pas trop élevé? Est-ce qu'il faudrait le baisser? Il y a quand même, ça fait partie des efforts à faire, si vous voulez, en période de grands problèmes budgétaires. Mais il y a surtout, là aussi, de cibler les activités. C'est-à-dire souvent, on voit bien que ça dérive. Ouais. Si le coût a autant augmenté en 10 ans, c'est bien qu'il y a eu une vraie dérive. Parmi les niches fiscales qui auraient dû être supprimées, que le gouvernement voulait supprimer et qui ont finalement été maintenues par les députés, il y a celle sur l'exonération sur les indemnités journalières de sécurité sociale en cas d'affection longue durée qui a été maintenue. Oui, alors ça se discute. Voilà, pas étudié. Non, mais tout à fait. C'est-à-dire que là, je n'ai pas étudié particulièrement le dossier. C'est-à-dire que comme il y a aussi là une côté louable, enfin celui qui en a une affection de longue durée, est-ce qu'il faut taxer ou pas ces indemnités journalières? Non, c'est un vrai sujet. Ouais. Vous avez, alors ça, c'est pas une niche extrêmement coûteuse, je crois. En revanche, il y en a une autre, alors qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est celle dont bénéficient les retraités. Est-ce qu'il faut permettre aux retraités de pouvoir déduire leurs frais professionnels? 10%. 10%. Le gouvernement voulait transformer ça en un abattement de 2 000 €. Oui, c'est ça. Donc, on peut limiter la portée, mais même, on peut se demander quelle est la justification. Au moment où il y a des propositions pour faire une année blanche, c'est-à-dire de bloquer les retraites de tous les retraités,
alors que supprimer cet abattement, il ne concerne que ceux qui payent l'impôt sur le revenu. Donc ça a quand même un côté beaucoup plus équitable d'une certaine façon, en tout cas qui vise les plus fortunés, en tout cas la partie la plus favorisée des retraités. Il faut toujours avoir en tête qu'on a une particularité en France, c'est que le niveau de vie des retraités est beaucoup plus élevé si on se compare aux autres pays. Donc c'est un fait. C'est le modèle social, très bien. Mais alors, non, mais ça fait partie aussi de la question, est-ce que ce n'est pas à eux qu'il faut demander des efforts? C'est-à-dire quand on voit les courbes par rapport à nos voisins, ils sont plutôt privilégiés par rapport aux actifs. Donc, il y a cet abattement. Le lobbying a été aussi très fort, puisqu'il n'a pas été supprimé, il serait aménagé. Ouais. Mais ça fait partie, moi je suis un peu fasciné quand même globalement de la résistance des lobbies dans tous les domaines, qui empêche en fait le législateur de vraiment réfléchir et d'agir. C'est-à-dire de réfléchir en disant cette niche, je la garde, elle est importante, cette niche, je la supprime parce que les audits, les études ont montré qu'elle n'était pas efficace. Ouais. C'est un principe simple. Malheureusement, sur ce sujet, il n'est pas appliqué. Il y a ces niches fiscales qui n'ont pas été nettoyées, puis il y a carrément celles, par les députés, qui ont été création de nouvelles niches fiscales, défiscalisation des heures supplémentaires, mais ça me rappelle... Oui, alors, ils l'ont augmentée. Elle existait déjà, oui. Mais ils l'ont un peu étendue. Ouais, pour 500 millions d'euros. Et transformation de la réduction d'impôt sur les frais d'hébergement en EHPAD, en crédit d'impôt. On en parlera avec le patron d'Emeis, d'ailleurs, juste après. Pour 630 millions d'euros. Non seulement on ne nettoie pas, mais en plus on en crée de nouvelles. Oui, c'est ça. Et puis alors les heures supplémentaires, donc c'est sûr que c'est déjà une mesure qui existait. Alors est-ce qu'elle a été vraiment évaluée pour son efficacité en termes même de pouvoir d'achat? Bon, pas à ma connaissance, donc du coup on en rajoute. C'est un peu du bricolage, moi, qui me rend très sceptique sur l'efficacité de ce qui est fait au Parlement. On voit bien qu'on bricole, on ajuste, alors qu'il y aurait besoin d'un grand ménage. On l'a souvent entendu, certains comme Jérôme Fournel, l'ancien directeur général des impôts, mènent le combat en ce moment en disant qu'il faut tout remettre à plat. Vous vous rendez compte, 100 milliards. Ouais. Il y a 100 milliards à regarder de près en disant ce qu'on garde et ce qu'on arrête. Donc, les trois principales, c'est crédit impôt recherche. Exactement, 8 milliards, les aides à domicile autour de 7 milliards et l'abattement pour les retraités qui fait de mémoire autour de 5 milliards, 5-6 milliards. Donc c'est les gros morceaux, mais il en reste beaucoup d'autres. Ouais, Thierry, avant de se quitter, il y a la première lecture à l'Assemblée nationale. Après, tout ça va passer, on parle des niches fiscales, mais ça va passer au Sénat en première lecture, ça va revenir à l'Assemblée. Si ça se trouve, à la fin de l'histoire... C'est le brouillard, en fait. Alors, qui peut prévoir ce qui va arriver sur le budget? Personne, puisque c'est le brouillard total. On sait très bien, le Sénat l'a annoncé hier, son rapporteur l'a annoncé, ils vont tout défaire. Ouais. Donc, toutes les taxes, notamment, qui ont été votées, vont être détricotées. Ensuite, ça va revenir. 40 milliards d'euros d'impôts nouveaux, selon le patron du MEDEF. C'est ça. Donc, ensuite, ça va revenir, il va y avoir la navette. Donc, et à la fin, on a une totale incertitude. On n'en sait rien, sauf qu'il y a toujours cette possibilité à ce qu'il y ait une loi spéciale, puisque s'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les temps, donc on peut se retrouver avec le même budget que l'année dernière. Donc, c'est vrai que c'est un spectacle assez pitoyable que les Français, qui choque les Français. Ça, le sondage le montre. C'est-à-dire que la comédie budgétaire qu'ils voient commence vraiment à les irriter. Mais cette comédie n'est sûrement pas terminée avec cette impossibilité à se mettre vraiment d'accord comme le font souvent nos voisins sur le budget ou ailleurs. La ligne de challenge qui vient de sortir, vous nous parlez d'immobilier. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il y a de neuf dans l'immobilier? On avait le patron de la Forêt il y a 2 jours qui nous a dit que ce serait une bonne année 2025 pour l'ancien. Par rapport aux craintes sur, vous savez, l'instabilité politique, tout le monde appuie sur le frein. Bon, l'immobilier et la hausse des taux d'intérêt liés au dérapage de nos déficits. Pour l'instant, la casse est limitée pour l'immobilier. Donc, je comprends que le patron de la Forêt soit plutôt optimiste. Finalement, il n'y a pas eu de hausse des taux qu'on pouvait craindre. Donc, c'est plutôt limité. Mais il n'y a pas non plus de rebond, une espèce d'entre-deux où ce n'est pas la catastrophe, mais on ne peut pas dire que ce soit une embellie du marché. Espèce de acheter sans risque, je vois sur la couverture. Là, comment ça, acheter sans risque? Il y a toujours un risque avec l'immobilier. Toujours un risque, mais il faut bien cibler, évidemment. Allez, à lire dans le magazine Challenge. Merci Thierry Fabre, rédacteur en chef donc à l'hebdomadaire.